The last time I checked in with Office of Personnel and Management, there was more than 40,000 individuals, federal workers, who had accepted the buyout program. We expect it to increase. It's going to save the American people tens of millions of dollars, and we encourage federal workers in this city to accept the very generous offer. Est-ce que c'est une offre très généreuse ou plutôt un ultimatum qui ne dit pas son nom? Caroline Leavitt, que vous entendiez, porte-parole de la Maison-Blanche, encourage les plus de 2 millions de fonctionnaires fédéraux américains à accepter la proposition de son administration. Et cette proposition, c'est celle de démissionner avec la promesse du gouvernement de garder salaire et ensemble des avantages sociaux jusqu'au 30 septembre. Mais ceux qui refusent courent le risque de se faire congédier sans compensation. Alors, les fonctionnaires avaient jusqu'à ce soir pour prendre leur décision, mais un juge fédéral a finalement suspendu cet ultimatum. J'en discute avec l'avocat en droit civil aux États-Unis, Olivier Piton. Bonjour, Monsieur Piton, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, ultimatum, donc, qui a été suspendu, on peut dire vraiment au dernier moment. Est-ce que c'est une décision prévisible du tribunal, selon vous? Oui, absolument. En fait, on se rend compte que la seule et unique ligne de défense pour protéger l'état de droit tel qu'on l'appelle, c'est effectivement la justice. Il y a un certain nombre de recours qui ont été déposés. Je pense en particulier à une juge qui, de manière indéterminée, a suspendu le décret présidentiel concernant le droit du sol. C'est une juge du Maryland. Et on a comme ça toute une série de juges, qu'ils soient locaux de l'État, d'un État ou fédéraux, qui effectivement annule ou cherche à annuler ou à ralentir les décrets présidentiels pris par le président Trump. On en est en moyenne à 3 décrets présidentiels extrêmement importants par jour. On perd le fil et donc effectivement à chaque fois il y a cette espèce de jeu de balle entre l'annonce et le recours déposé par un juge, soit local, soit fédéral. Dans le cas des fonctionnaires et de cet ultimatum, il y avait des procureurs généraux démocrates qui avaient appelé les fonctionnaires fédéraux à la prudence parce qu'ils parlaient d'une proposition qui était trompeuse, en fait, de la part de l'administration Trump. En quoi c'était douteux comme processus? C'est parce qu'il y avait une offre qu'on pouvait qualifier de financièrement non nulle, c'est-à-dire que c'était différent d'un licenciement sec, ce que vous avez très justement rappelé dans votre lancement. C'est-à-dire que jusqu'au 30 septembre, il y a la possibilité de partir avec un certain nombre d'avantages. Après le 30 septembre, c'est complètement différent. Et donc, effectivement, on n'est pas dans un ultimatum sec, on est plutôt dans une espèce de jeu de la carotte et du bâton. Et on va voir comment les choses vont se passer. Mais de toute façon, le recours en annulation de la part du juge fédéral va de toute façon reporter cette décision, ce décret présidentiel à plus tard. Et il y aura probablement, parce que ça on n'en parle pas encore, mais ça va arriver très rapidement, des décisions définitives qui seront prises au niveau de la Cour suprême, parce que la Cour suprême, à un moment ou à un autre, devra trancher si jamais l'administration Trump continue à vouloir imposer ces décrets présidentiels. Oui. On connaît bien l'intention de Donald Trump et d'Elon Musk à resserrer l'administration fédérale, à tailler dans les dépenses publiques aussi. Un autre exemple qu'on a eu, c'est le démantèlement assez brutal de l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Là, au final, on parle de 290 employés qui resteront en place sur 10 000 au total. Est-ce que ce sera contesté, ça aussi? Probablement, on ne le sait pas encore, mais probablement. En plus, USAID, c'est vraiment un exemple typique de ce que l'administration Trump fait depuis le 20 janvier. C'est-à-dire qu'on a une double action. D'abord, une action d'ordre financier, c'est-à-dire qu'on cherche, par l'intermédiaire du Doge, donc d'Elon Musk, à réduire par tous les moyens les finances publiques. Donc ça, c'est la partie financière. Et puis, il y a une partie idéologique où on va reprocher à USAID, en particulier, un certain nombre de choix. Le budget de USAID est à peu près, de mémoire, de 45 milliards de dollars. C'est quand même conséquent. Et ce sont les choix idéologiques, supposés idéologiques de USAID qui sont remis en question. Et donc, vous avez toujours ce double jeu entre l'impératif financier et l'impératif idéologique, les deux marchant la main dans la main depuis le début de cette présidence. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment est-ce que l'un nourrit l'autre et inversement. Vous parliez au départ de cet autre juge qui a suspendu le décret qui devait mettre fin au droit du sol aux États-Unis. Plusieurs observateurs
parle du fait qu'il semble y avoir moins de garde-fous dans l'entourage de Donald Trump dans le cadre de ce second mandat. Mais est-ce que ce sont finalement les juges fédéraux jusqu'à maintenant qui ont fait office de contre-pouvoir? Absolument, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que les juges sont la seule et unique ligne de défense pour une raison fort simple. Le Congrès est évidemment à majorité républicaine et aussi proche de l'élection présidentielle qui date de 2 mois. Il est évidemment totalement illusoire de penser qu'il puisse y avoir de la part de certains républicains une véritable rébellion, une remise en cause. Et deuxièmement, concernant les démocrates, ils sont en voie d'introspection, ils sont en voie d'inventaire et donc ils ne sont pas audibles, même s'ils essayent de parler, ils sont absolument inaudibles à l'heure actuelle. Et donc la justice est le seul moyen aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que l'état de droit est toujours en état de fonctionnement aux États-Unis et la justice est effectivement le rempart, la digue qui permet pour l'instant de résister à un certain nombre de décrets présidentiels relativement inattendus, pour ne pas dire plus. Mais en même temps, M. Piton, est-ce que ça peut être une stratégie aussi de la part de Donald Trump? Parce que si ces recours finissent par se rendre devant la Cour suprême qui lui est assez favorable, est-ce que ça pourrait venir cristalliser ces décisions? Je pense que ça, c'est, de mon point de vue, dans une sorte de calcul de deuxième temps. Je pense que le calcul du premier temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'imposer son idéologie et de répondre en fait à la promesse de campagne de réduire les finances publiques. Après, qu'au bout du compte, la surmultiplication des recours amène la Cour suprême à prendre un certain nombre de décisions où, évidemment, même si elle est conservatrice, elle n'est pas forcément pro-Trump. C'est très important de le comprendre. Et ce qui pourrait être paradoxal, et je pèse mes mots, c'est qu'au bout du compte, c'est la Cour suprême qui pourrait être le véritable point de résistance à Donald Trump. Elle est conservatrice en majorité. Elle a démontré dans le passé qu'elle n'était pas forcément pro-Trump, en tout cas qu'elle n'était pas suiviste. Et ce sera intéressant de voir comment elle va réagir parce qu'elle va avoir assurément beaucoup de travail dans les mois qui viennent. On a su justement aujourd'hui que le juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, a procédé à l'assermentation de certains membres officiels du cabinet Trump. C'est pas habituel, ça, comme pratique, non? D'habitude, c'est le vice-président qui doit faire ça. Oui, mais d'abord, vous avez remarqué qu'on était dans un ménage à trois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le président et le vice-président, il y a en plus Elon Musk qui n'a aucun caractère légal, qui n'est pas dans un cadre institutionnel, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'est pas de compte à rendre au Congrès. C'est ça le problème d'ailleurs. Il n'a pas de compte à rendre au Congrès parce qu'il n'a aucune existence institutionnelle. Et effectivement, on est dans une forme d'effacement du vice-président avec l'intégralité de la place qui est prise par Donald Trump et par Elon Musk. Et on a une espèce de triptyque totalement inédit pour l'instant à la tête de l'administration américaine qui n'est totalement jamais vu dans l'histoire des États-Unis jusqu'à présent. Bien, c'est d'autant plus intéressant, M. Piton, que la grogne monte aussi contre Elon Musk. Il y a des poursuites qui se multiplient contre lui également. On veut notamment essayer de clarifier tout le flou qui entoure le département de l'efficacité gouvernementale, éclaircir son mandat aussi. Est-ce que vous pensez qu'à un certain point, il pourrait devenir une distraction pour le gouvernement, au point même d'être écarté? C'est ce que beaucoup disent. Il faut toujours rappeler les mots de Donald Trump. Donald Trump, il a un mantra. Tant qu'on lui est loyal et fidèle, les possibilités sont tout à fait infinies. Le jour où Elon Musk commencera à critiquer Donald Trump, s'il le fait, à ce moment-là, les choses changeront. Mais tant qu'il ne le critiquera pas, tant qu'il le soutiendra, tant qu'il relaiera sur X les messages de Truth Social de Donald Trump, tant qu'il le louera, tant qu'il l'applaudira, il n'y aura pas de problème. Mais incontestablement, le côté libertarien extrême d'Elon Musk, cette volonté à tout prix de se débarrasser de l'État, de se débarrasser de ce qu'il appelle la bureaucratie, est quelque chose de totalement inédit. Et ça pourrait effectivement pas forcément toujours bien se passer. Pour l'instant, c'est le cas, mais voyons ce qui se passera dans quelques mois. En terminant, M. Piton, est-ce que Donald Trump perd en crédibilité, à votre avis, lorsque les tribunaux suspendent ses décisions? Oui et non. Il est dans une logique où il explique qu'il se bat contre l'État profond. À partir de ce moment-là, chaque recours est aussi une manière pour lui de dire, regardez, comment l'État
profond essaye de me résister, moi qui essaye de faire bouger les choses. Il faut toujours considérer que Donald Trump a comme idée, comme mantra extrêmement important dans sa tête, d'abord de satisfaire son électorat. Et ces recours, d'une certaine manière, lui donnent raison, légitiment son action en disant « Regardez, je suis le seul à combattre l'État profond, vous avez raison de me soutenir ». Donc c'est toujours très complexe et c'est toujours à double tranchant. Ah oui, c'est ça. C'est comme si ça poursuivait son idée un peu de chasse aux sorcières qu'on avait beaucoup entendu dans les dernières années. Olivier Piton, merci infiniment. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.